Tess d'Urberville, partie 6, chapitre 24. Dans cette grasse vallée du Var au chaud ferment, où suintait la fertilité, en cette saison où l'on croyait entendre, sous le bruissement de la fécondation, le flot impétueux de la sève, il était impossible que le plus simple caprice d'amour ne devînt passion. Les cœurs étaient tout prêts à le recevoir, imprégnés par ce qui les entourait. Juillet avait passé, et la chaleur de Thermidor qui vint à sa suite semblait un effort de la nature pour rivaliser avec le feu qui dévorait les âmes à la laiterie de Talbot Hayes. L'air si frais au printemps et aux premiers jours de l'été devenait stagnant, amollissant. Des lourdes senteurs accablaient et, à midi, le paysage semblait en pâmoison. Ces ardeurs éthiopiennes grillaient le haut des pâturages en pente, mais l'herbage restait d'un vert éclatant là où gazouillaient les cours d'eau. Claire n'était pas moins oppressée par le poids de l'été que par la ferveur croissante de sa passion pour Tess, la douce et silencieuse. Sur le plateau, la terre était desséchée. Quand le laitier revenait du marché, les roues de sa carriole, léchant la poussière de la grand-route, laissaient derrière elles de blancs rubans semblables à une mince traînée de poudre qu'elles auraient enflammée. Les vaches, rendues furieuses par les temps, sautaient par-dessus la haute barrière à 5 planches de l'enclos. Le fermier Crick restait en manches de chemise retroussées du lundi au samedi. Les fenêtres ouvertes ne servaient à la ventilation que si les portes l'étaient aussi. Dans le jardin de la ferme, les merles et les grives rampaient sous les groseilliers, plutôt comme des quadrupèdes que comme des créatures ailées. Dans la cuisine, les mouches indolentes, importunes et familières, se traînaient sur le parquet, dans les tiroirs et sur les mains des servantes. On ne parlait que de coups de soleil et, quant à faire le beurre, et surtout à le conserver, on en désespérait. Il fallait traire les vaches dans les champs pour plus de fraîcheur et de commodité. Toute la journée, elle suivait assidûment l'ombre du plus petit arbre, se déplaçant autour du tronc et, quand arrivaient les gens de la ferme, elle pouvait à peine se tenir tranquille à cause des mouches. Par un de ces après-midi, 4 ou 5 vaches encore à traire se trouvaient, par hasard, isolées du troupeau derrière le coin d'une haie, et parmi elles, Pudding et Vieille Mignonne, qui préféraient les mains de Tess à celles de tout autre. Quand elle se leva de son escabeau, après avoir fini une vache, Angel Clare, qui l'observait depuis quelque temps, lui demanda si elle ne voulait pas s'occuper de ses favorites. Elle fit un signe d'assentiment et, tenant l'escabeau à bout de bras et le seau contre son genou, elle se dirigea vers l'endroit indiqué. Bientôt le crépitement du lait tombant dans la seille se fit entendre derrière la haie. Alors Angel fut pris du désir de s'en aller par là, traire une vache fort difficile qui s'était écartée, car il était à présent aussi habile à cet exercice que le maître laitier lui-même. En général, les hommes et la plupart des femmes, pour traire, enfonçaient le front dans le flanc de la bête et contemplaient le seau, mais quelques-unes, surtout les jeunes, posaient la tête de côté. C'était aussi l'habitude de Tess. En ce moment, la tempe appuyée sur le flanc de la Vieille Mignonne, elle fixait le bout du pré, le regard perdu dans le vague. Le soleil, tombant à plat sur sa silhouette vêtue de rose, sur sa capeline blanche et sur son profil, le rendait d'une netteté éblouissante, comme un camée découpé sur le fond brun de la vache. Elle ne savait pas que Claire l'avait suivi et qu'il l'observait, assis à quelques pas sous une autre vache. L'immobilité absolue de sa tête et de ses traits était remarquable. Elle semblait en léthargie, les yeux ouverts et ne voyant point. Rien ne bougeait dans le tableau que la queue de Vieille Mignonne et les mains roses de Tess, et celle-ci, doucement, comme une pulsation rythmique, obéissant à un mouvement réflexe, pareil à un cœur palpitant. Que ce visage paraissait adorable au regard d'Angel. Pourtant,
il n'avait rien d'éthéré, il était de chair vivante et chaude. Et la bouche en résumait toute la séduction. Claire avait déjà vu des yeux presque aussi parlants et aussi profonds, des joues peut-être aussi fraîches, des sourcils aussi bien arqués, un menton et une gorge d'un modelé aussi délicats. Mais il n'avait rien vu, sur toute la surface de la terre, qui pût égaler cette bouche. Pour un jeune homme, un tant soit peu ardent, ce petit retroussi au milieu de la rouge lèvre supérieure était troublant, affolant, irrésistible. Jamais il n'avait vu des lèvres et des dents de femme lui rappeler avec cette persistance l'ancienne comparaison du temps d'Élisabeth, de rose et de neige mêlées. Un amant aurait pu les déclarer parfaites. Mais non, elles n'étaient point parfaites, et le soupçon d'imperfection dans ce qui aurait pu être parfait en faisait le charme parce qu'il en faisait l'humanité. Claire avait tant de fois étudié la courbe de ses lèvres que, loin d'elle, il pouvait se les représenter facilement, et maintenant qu'elle se trouvait en face de lui, revêtue de couleur et de vie, il sentit passer un frisson sur sa chair et, dans ses nerfs, une froide brise qui lui causèrent presque un malaise. Et puis, par quelque mystérieux phénomène physiologique, un prosaïque éternuement. Elle eut alors conscience qu'il la regardait, mais elle ne voulut le montrer par aucun changement de position. Seulement la curieuse fixité de rêve disparut, et un observateur attentif eût pu voir le rose de son visage se foncer lentement, puis s'affaiblir et ne laisser qu'une teinte légère. La surexcitation qui avait saisi Claire, comme une annonce céleste, ne se calmait point. Résolution, réticence, crainte, prudence se dispersaient comme un bataillon vaincu. Il bondit de son siège, laissa la vache renverser le seau si bon lui semblait et courut bien vite vers l'aimée de son cœur, s'agenouilla près d'elle et la serra dans ses bras. Tess, prise à l'improviste, céda inévitablement et sans réfléchir à son étreinte. Ayant vu que c'était bien son amant et nul autre, ses lèvres s'entr'ouvrirent et elle se laissa tomber dans ses bras, dans la joie du moment, avec ce qui ressemblait fort à un cri d'extase. Il avait été bien près d'embrasser cette bouche trop tentante, mais il se retint par un scrupule délicat. « Pardonnez-moi, Tess chérie, murmura-t-il. J'aurais dû vous demander. Je ne savais pas ce que je faisais. Je n'avais pas l'intention de prendre une liberté. Mon cœur est à vous. Tout à vous, Tessie, ma chérie, sincèrement. » Pendant ce temps, vieille mignonne avait tourné la tête, et voyant deux personnes blotties sous elle, là où, selon la coutume immémoriale, il ne devait y en avoir qu'une, elle leva la jambe de derrière avec humeur. « Elle est fâchée. Elle ne sait pas ce que nous voulons. Elle va renverser le lait !» s'écria Tess, s'efforçant doucement de se dégager, l'œil préoccupé des mouvements de l'animal, le cœur se souciant infiniment plus de Claire et d'elle-même. Elle se glissa de son siège et ils restèrent ensemble debout, Claire l'entourant encore de son bras. Puis les yeux de Tess, fixés au loin, commencèrent à se remplir de larmes. « Pourquoi pleurez-vous, ma petite chérie ?» dit-il. « Oh, je ne sais pas, » murmura Tess, pleine de regret. À mesure qu'elle voyait, qu'elle sentait plus clairement sa situation, elle devenait plus agitée et tentait de s'éloigner. « Eh bien, j'ai trahi enfin mes sentiments, Tess, » fit-il avec un curieux soupir de désespoir, signifiant à son insu que son cœur avait devancé sa raison. « Je n'ai pas besoin de dire que je vous aime tendrement et loyalement. Mais cela n'ira pas plus loin aujourd'hui. Cela vous afflige. Je suis aussi surpris que vous. Vous n'allez pas penser que j'ai abusé de votre faiblesse, que j'ai été trop prompt et trop irréfléchi, n'est-ce pas ? » « Non, je ne sais. » Il lui avait permis de se dégager, et, une minute après, chacun avait repris sa besogne.
personne n'avait vu le mouvement d'irrésistible attraction qui les avait réunis. Et quand le fermier repassa de ce côté quelques instants plus tard, rien ne pouvait révéler que ces deux êtres, séparés de façon marquée, étaient l'un pour l'autre plus que de simples connaissances. Cependant, depuis que Crick les avait vus, le pivot de l'univers avait été changé pour tous deux, au moins pour un temps. Changé parce que le fermier aurait méprisé en homme pratique s'il en avait su la nature, et ce qui, pourtant, reposait sur une tendance plus indéniable et plus irrésistible qu'un amas de soi-disant choses pratiques. Un voile s'était soudain dissipé. Dès lors, le chemin de leur avenir allait avoir un nouvel horizon. Quatrième phase, la conséquence. Chapitre 25. Claire, tout agitée, sortit le soir venu. Celle qui l'avait conquis s'était retirée dans sa chambre. La nuit était aussi étouffante que le jour. Nulle fraîcheur excepté sur l'herbe. Les routes, les sentiers, les façades de la maison, les murs de l'enclos étaient comme des âtres brûlants et renvoyaient au visage la chaleur du plein midi. Il s'assit sur l'une des barrières de la cour. Il ne savait que penser de lui-même. Aujourd'hui, vraiment, le sentiment avait étouffé la raison. Depuis la soudaine étreinte, 3 heures plus tôt, le couple était resté séparé. Elle semblait réduite au silence, presque alarmée par ce qui était arrivé, tandis que la nouveauté, la soudaineté, la toute-puissance du fait accompli le bouleversait, lui, l'homme rêveur et vibrant. À peine pouvaient-ils réaliser encore ce qu'ils étaient l'un pour l'autre, et ce que devait être dorénavant leur conduite mutuelle devant les étrangers. Angel était venu comme élève à la laiterie, s'imaginant que ce serait un simple épisode de sa vie, bientôt passé et vite oublié. Il y était venu comme dans une niche abritée des regards, d'où il contemplerait avec calme, au dehors, ce monde si absorbant, avant de s'y replonger, et lui dirait avec Walt Whitman: « Foule d'hommes et de femmes, vêtus des habits coutumiers, comme vous semblez curieux. » Et voilà que le spectacle absorbant se trouvait transporté ici. Ce monde, qui avait si longtemps accaparé son attention, se réduisait à une pantomime extérieure et sans intérêt, et ici même, dans un lieu terne et engourdi en apparence, avait surgi, comme un volcan, la nouveauté d'une passion telle qu'il n'en avait jamais connue. Toutes les fenêtres de la maison étant ouvertes, Claire saisissait les moindres bruits des gens de ferme se retirant dans leurs chambres. Cette laiterie, où il était forcé de séjourner, jugée d'abord si humble et si insignifiante qu'il la comptait à peine comme un objet du paysage, que n'était-elle point pour lui maintenant? Les vieux pignons de briques couverts de lichen lui murmuraient « Reste donc !» Les fenêtres souriaient, la porte lui faisait des signes câlins, la vigne vierge, toute rougissante, se mettait du complot. Du fond de cette demeure, une âme étendait son influence, pénétrait les briques, le mortier, la voûte du ciel, et les faisait palpiter de brûlantes sympathies. Et quelle était cette âme puissante et formidable? Celle d'une petite laitière. En vérité, Claire restait stupéfait de l'importance qu'avait prise pour lui cette ferme obscure. Et le nouvel amour seul ne suffisait pas à l'expliquer. Comme d'autres, il avait appris enfin que la grandeur d'une vie ne provient pas des circonstances extérieures, mais de l'expérience subjective qu'un paysan de sensibilité aiguë mène une existence plus vaste, plus pleine, plus dramatique qu'un roi à l'épiderme grossier. Malgré ses fautes et ses faiblesses, il avait une conscience. Tess n'était pas une créature insignifiante dont on pouvait se jouer, quitte à la rejeter ensuite, mais une femme, vivant sa vie précieuse, de proportions aussi imposantes pour elle que l'est pour le plus puissant monarque la sienne propre. Pour elle, le monde entier reposait sur ses sensations. Pour elle, tous ses semblables n'existaient que par suite de sa propre existence.
L'univers même, pour elle, n'avait été que depuis le jour et l'an où elle avait commencé d'être. Cette existence était la seule occasion accordée à Tess par une première cause indifférente. Son tout, sa chance unique. Comment donc pouvait-il la considérer comme ayant moins d'importance que lui, comme une jolie chose dont il se lasserait après l'avoir caressée? Comment ne pas traiter sérieusement l'affection qu'il savait avoir éveillée en elle, si ardente, si impressionnable sous sa réserve apparente, afin que cette affection ne soit pas sa torture et sa ruine? S'il la rencontrait chaque jour, comme d'habitude, ce qui avait commencé ne ferait que se développer. Vivant en des rapports si étroits, ils en viendraient vite aux caresses. Nul être humain n'y pourrait résister. Et puisqu'il n'était arrivé à aucune conclusion sur l'issue de cette aventure, il résolut de rester pour le moment à l'écart des travaux communs à tous les deux. Jusqu'ici, le mal n'était pas grand. Mais cette résolution de ne jamais approcher Tess n'était pas facile à tenir. Chaque battement de son cœur le poussait vers elle. Il se dit qu'il irait voir sa famille. Peut-être lui demanderait-il conseil. Son engagement à Talbot Hayes se terminait dans 5 mois à peine. Et quand il aurait passé quelques mois de plus dans d'autres fermes, ses connaissances agricoles seraient suffisantes pour le mettre en état de débuter pour son propre compte. Un fermier n'aurait-il pas besoin de se marier? Et une fermière devrait-elle être une poupée de salon ou une femme capable de diriger les travaux d'une ferme? Malgré l'agréable réponse que lui renvoyait le silence, il résolut de faire l'excursion projetée. Un matin, au moment où l'on s'attablait pour déjeuner à Talbot Hayes, une des filles fit observer qu'elle n'avait pas vu M. Clare. « Ah oui, dit le fermier Crick, M. Clare est allé chez lui à Hightminster, passer quelques jours avec ses parents. » Pour 4 filles passionnées assises à cette table, le soleil du matin disparut soudain et les oiseaux assourdirent leurs chansons. Mais aucune ne révéla par un mot ou un signe le vide de son âme. « Il en aura bientôt fini chez moi, » ajouta le fermier avec un flegme dont la brutalité était inconsciente. « Je suppose qu'il commence à faire ses plans pour ailleurs. »« Combien de temps a-t-il encore à rester ici ?» demanda Is Huette, la seule du groupe assombri qui fût assez sûre de sa voix pour poser la question. Les autres attendaient la réponse du fermier comme si leur vie en dépendait. Réti, les lèvres entr'ouvertes, fixant la nappe. Marianne, que la chaleur rendait plus rouge encore. Tess, palpitante et regardant les prés au dehors. « Ma foi, je ne peux pas me rappeler le jour exact sans regarder sur mon calepin, » répliqua Crick avec la même intolérable indifférence. « Et même ce sera peut-être un brin changé. Il restera bien sûr ici quand les vaches vont véler pour s'habituer. Suivant moi, il allongera jusqu'à la fin de l'année. » 4 mois environ de torture et d'extase dans sa société, de plaisir encerclé de douleur. Après, les ténèbres d'une nuit indicible. Ce matin-là, à la même heure, Angel Clare suivait à cheval un étroit chemin qui menait au presbytère paternel à Hightminster. Il portait tant bien que mal un petit panier contenant du boudin et une bouteille d'hydromel envoyée par madame Crick à ses parents, avec les amitiés respectueuses de la brave femme. Devant lui s'allongeait le blanc chemin. Ses yeux le fixaient, mais il ne le voyait pas. Il regardait l'année à venir. Il aimait Tess. Devait-il l'épouser? Que diraient sa mère et ses frères? Que dirait-il lui-même 2 ans plus tard? Les germes d'une ferme amitié se trouvaient-ils cachés sous l'émotion passagère qui l'étreignait, ou n'était-ce qu'une joie sensuelle, causée seulement par sa beauté et que ne soutenait rien de durable? La petite ville de son père, entourée de collines, la tour de l'église en pierre rouge, style Tudor, le bouquet d'arbres près du presbytère apparurent enfin à ses pieds et il se dirigea vers l'entrée familière. Comme il jetait un regard du côté de l'église avant de pénétrer chez lui, il aperçut, debout près de la porte de la sacristie, une troupe de fillettes de 12 à 16 ans qui semblaient attendre quelqu'un. Et, au même instant, parut une personne d'apparence un peu plus âgée, portant un chapeau à larges bords,
une robe du matin en batiste fort empesée et tenant 2 livres à la main. Il la reconnut. Il n'était pas sûr d'avoir été remarqué par elle. Il éprouvait une si irrésistible répugnance à la saluer qu'il se persuada n'avoir pas été vu. Cette demoiselle était Mercy Chant, fille unique du voisin et amie de son père, la créature irréprochable que ses parents nourrissaient l'espoir paisible de lui voir épouser un jour. Elle s'occupait fort d'enseignements religieux et s'en allait évidemment faire sa classe. L'esprit de Claire s'envola vers la vallée du Var et ses païennes passionnées, imprégnées des ardeurs de l'été, dont les visages roses portaient en guise de mouches les éclaboussures de bouse de vache, et vers celle qui était la plus passionnée de toutes. Il avait résolu de galoper jusqu'à Éminster sous l'impulsion du moment. Il n'avait donc pas écrit à ses parents pour les avertir de son arrivée, mais il pensait être là pour l'heure du petit déjeuner avant qu'ils partent remplir leurs devoirs dans la paroisse. Il se trouva un peu en retard, et tous étaient déjà réunis devant le repas du matin. Ils se levèrent vivement de table pour l'accueillir. Son père et sa mère étaient là, ainsi que son frère, le révérend Félix, vicaire d'une ville d'un comté voisin, venu pour passer une quinzaine à la maison, et son autre frère, le révérend Cuthbert, fellow de son université, et venu de Cambridge pour les grandes vacances. Sa mère portait bonnet et lunettes d'argent, et son père paraissait ce qu'il était en réalité, un homme convaincu et craignant Dieu, d'environ 65 ans, assez maigre, la figure pâle, empreinte de réflexion et de volonté. Au-dessus de leur tête était suspendu le portrait de la sœur d'Angel, l'aînée de la famille, de 16 ans plus âgée que lui, qui avait épousé un missionnaire et était parti en Afrique. Monsieur Clair, père, était de ce type de pasteur qui, dans les dernières années, a presque disparu de la vie contemporaine. Descendant spirituel en ligne directe de Wycliffe, Huss, Luther et Calvin, homme d'une simplicité apostolique de vie et de pensée, il s'était, dans sa jeunesse inexpérimentée, décidé une fois pour toutes sur les plus graves questions de l'existence et, dès lors, n'avait plus voulu les discuter. Même les hommes de son temps et de son opinion le trouvaient un peu extrême, et cependant ceux qui lui étaient le plus opposés étaient obligés d'admirer sa sincérité et sa faculté remarquable pour écarter toute discussion de principe dans son énergie à les appliquer. Le plaisir sensuel, esthétique et païen, goûté dernièrement par son fils Angel dans la vie de nature et dans la beauté fraîche et luxuriante de la femme, lui aurait été antipathique au plus haut degré s'il avait pu, soit par des questions, soit par l'imagination, arriver à le concevoir. Un jour, Angel avait eu la maladresse de dire à son père, dans un moment d'irritation, qu'il aurait peut-être mieux valu pour l'humanité que la Grèce au lieu de la Palestine eût donné naissance à la religion nouvelle. Et son père en avait ressenti un morne désespoir, incapable qu'il était de percevoir la moindre parcelle de vérité cachée sous cette assertion. Mais la bonté de son cœur était telle que son ressentiment n'était jamais de longue durée, et il l'accueillit aujourd'hui avec un sourire aussi candide et aussi doux que celui d'un enfant. Angel, assis au milieu des siens, eut l'impression d'être à la maison. Pourtant, il ne se sentait pas de la famille comme autrefois. À chacune de ses visites, il avait conscience de cette divergence, et, depuis la dernière fois qu'il avait partagé la vie du presbytère, elle lui était devenue plus étrangère encore. Les aspirations de ceux qui l'habitaient, toujours inconsciemment basées sur l'idée d'un paradis au zénith, d'un enfer au nadir, étaient aussi loin des siennes que les rêves des habitants d'une autre planète. Dans ces derniers temps, il avait vu seulement la vie. Il avait senti seulement le pouls puissant et passionné de la libre existence, non faussée, viciée ou entravée par ses croyances, futiles dans leurs efforts pour arrêter ce que la sagesse se contenterait de diriger. De leur côté, ils trouvèrent en lui un grand changement.
Ses frères, en particulier, furent choqués de ses manières. Il se tenait maintenant comme un fermier. Il allongeait les jambes, les muscles de son visage étaient devenus plus expressifs. Ses yeux parlaient autant que sa langue, et même plus. Les manières de l'homme instruit avaient disparu. Celles de l'homme de salon davantage encore. Un fat aurait dit qu'il manquait de culture, et une prude qu'il était devenu grossier. Telle était la contagion de la vie en commun avec les nymphes et les bergers de Talbot Hayes. Après déjeuner, il alla se promener avec ses deux frères, jeunes gens bien élevés, corrects jusqu'aux moelles, de ces modèles irréprochables contrôlés par l'État que fabrique annuellement un système d'éducation. Tous deux étaient un peu myopes, et quand la mode était de porter monocle et ruban, ils portaient monocle et ruban. Quand la mode était au binocle, ils portaient un binocle. Quand la mode était aux lunettes, ils portaient sur-le-champ des lunettes, et toujours sans aucun égard aux défauts particuliers de leur vue. Quand on prônait Wordsworth, ils en avaient des éditions de poche, et quand on rabaissait Shelley, ils le laissaient se couvrir de poussière dans leur bibliothèque. Quand on admirait les saintes familles du Corrège, ils les admiraient de confiance, et quand on le décriait en faveur de Vélasquez, il suivait docilement les autres, sans aucune objection. Si les deux aînés étaient frappés de l'infériorité sociale grandissante d'Angel, Angel, de son côté, était frappé du rétrécissement graduel de leur intelligence. Félix lui semblait absorbé dans l'Église, Cuthbert dans l'université. Pour l'un, assemblée diocésiane et tournée pastorale était le ressort de l'univers. Pour l'autre, c'était Cambridge. Chacun reconnaissait avec candeur qu'il existait dans la société civilisée quelques vingtaines de millions insignifiants de profanes, qui n'appartenaient ni à l'Église ni à l'université, et qu'il fallait tolérer, mais non compter ou respecter. Tous deux étaient fils soumis et attentifs et rendaient régulièrement visite à leurs parents. Félix, bien que d'une école de théologie plus libérale que son père, avait infiniment moins d'abnégation et de désintéressement. S'il était plus tolérant d'une opinion contradictoire quant au danger couru par celui qui la soutenait, il était moins prêt à la pardonner en tant qu'insulte à ses enseignements. En somme, des deux, Cuthbert était le plus large d'esprit et le plus subtil, mais il avait le moins de cœur. Pendant qu'il se promenait sur le versant de la colline, Angel sentit se réveiller l'idée que, malgré leurs avantages sur lui, aucun d'eux ne voyait ni ne montrait la vie comme elle était réellement. Peut-être, ainsi que beaucoup d'hommes, avait-il eu plus d'occasions de parler que d'observer. Aucun n'avait une juste conception des forces complexes qui étaient à l'œuvre hors du courant doux et paisible sur lequel il flottait. Aucun ne voyait la différence entre la vérité locale et la vérité universelle, et ne se doutait que les opinions de son monde académique ou ecclésiastique étaient toutes différentes de ce que pensait le monde extérieur. « Je suppose que tu n'as plus rien d'autre à choisir que l'agriculture », lui disait entre autres choses Félix, en regardant au loin les champs à travers ses lunettes, avec une austérité triste. « On doit donc s'y résigner. Mais je t'en conjure, fais tous tes efforts pour rester autant que possible en contact avec un idéal moral. Naturellement, pour être agriculteur, il faut s'habituer à la dure. Mais de hautes pensées peuvent néanmoins s'accorder avec une vie simple. »« Certes oui, dit Angel. Cela n'a-t-il pas été prouvé il y a environ 1900 ans? Si je puis empiéter quelque peu sur ton domaine? Pourquoi penses-tu, Félix, que je serais capable d'abandonner mes hautes pensées et mon idéal moral? Mon Dieu, j'imaginais, d'après le ton de tes lettres et de ta conversation. Cela peut être pure imagination, que tu perdais un peu de puissance intellectuelle. Cela ne t'a-t-il pas frappé, Cuthbert? Allons, Félix, fit sèchement Angel. Nous sommes très bons amis. Tu sais, chacun dans notre sphère respective. Mais si on en vient à la puissance intellectuelle, je crois que toi,
en dogmatiste satisfait, ferait mieux de laisser la mienne tranquille et de te demander ce qu'est devenu la tienne. » Ils redescendirent la colline pour aller dîner. La marche les avait affamés. Angel surtout, qui était maintenant un homme du grand air habitué à la généreuse dapus inemptoe, de la table un peu commune mais abondante du fermier. Les vieilles gens n'étaient revenus ni l'un ni l'autre, et ils n'arrivèrent que quand leur fils se trouvait presque là d'attendre. Le couple, plein d'abnégation, en s'occupant de flatter l'appétit de quelques malades qu'il s'efforçait avec une certaine inconséquence de retenir prisonniers de la chair, avait tout à fait oublié le sien. On se mit à table et un repas frugal de viande froide fut servi. Angel cherchait les boudins de Madame Crick qu'il avait recommandé de faire griller comme à la ferme. Il désirait que son père et sa mère en pussent apprécier autant que lui la saveur merveilleuse due à certaines herbes. « Ah, vous cherchez le boudin, mon cher enfant, » dit sa mère. « Mais, sans doute, il vous sera égal de vous en passer, comme cela nous est égal à votre père et à moi. Je lui ai donné l'idée de porter le présent de Madame Crick aux enfants de l'homme qui ne peut rien gagner en ce moment, à cause de ses crises de délirium tremens, et il a convenu que cela leur ferait grand plaisir. »« Naturellement, » dit Angel de bon cœur, cherchant l'hydromel. « L'hydromel m'a paru tellement alcoolique, » continua sa mère, « qu'il ne peut servir de boisson, mais il serait aussi précieux que du rhum ou du brandy en cas de nécessité. Aussi l'ai-je mis dans notre petite pharmacie. »« Nous ne buvons jamais de spiritueux à cette table, par principe, » ajouta le père. « Mais que dirais-je à la fermière » fit Angel. « La vérité, naturellement, » répondit le père. « J'aurais mieux aimé lui dire que l'hydromel et le boudin nous avaient fait grand plaisir. C'est une bonne et joyeuse personne qui me le demandera sûrement, aussitôt mon retour. »« Vous ne pouvez pas le dire si ce n'est pas vrai, » repartit M. Clair avec lucidité. « Ah oui, certainement. C'était pourtant une fameuse goutte que cet hydromel. »« Une quoi ?» firent en même temps Félix et Cuthbert. « Oh, c'est une expression qu'ils emploient là-bas, à Talbot Hayes, » répliqua Angel en rougissant. Il réfléchit que ses parents avaient raison d'agir comme ils le faisaient, même si l'absence de certains sentiments était, chez eux, regrettable. Et il se tut. Chapitre 26. Ce fut le soir seulement, après la prière en famille, qu'Angel trouva moyen de parler à son père de quelques sujets qui lui tenaient au cœur. À genoux sur le tapis derrière ses frères, étudiant les petits clous de leurs bottines, il avait pris son courage à deux mains. Le service terminé, ils sortirent de la chambre avec leur mère, et M. Clair et lui restèrent seuls. Ils discutèrent d'abord les plans du jeune homme, qui désirait s'établir comme fermier sur une grande échelle, soit en Angleterre, soit aux colonies. Alors M. Clair dit que, n'ayant pas fait la dépense de l'envoyer à Cambridge, il avait cru de son devoir de mettre chaque année de côté une certaine somme afin qu'Angel ne se trouvât pas injustement traité. Elle lui servirait à acheter ou à affermer des terres. « Sans doute, dans peu d'années, vous serez, en richesse temporelle, bien supérieur à vos frères. » Cette attention du vieillard conduisit Angel à l'autre sujet le plus cher à son cœur. Il fit remarquer à son père qu'il avait 26 ans, que, s'il commençait son métier de fermier, il lui faudrait avoir des yeux derrière la tête pour être à tout. Quelqu'un lui serait nécessaire pour surveiller les travaux de la maison pendant qu'il serait aux champs. Ne ferait-il donc pas bien de se marier ? Son père ne parut pas trouver l'idée déraisonnable. Alors Angel lui posa la question. « Quel genre de femme serait préférable pour moi, fermier économe et laborieux ? » « Une femme vraiment chrétienne, qui vous serait en tout une aide et un soutien. Le reste importe peu. Nous pouvons la trouver. De fait, mon fervent ami et voisin, le docteur Chant. Mais, avant tout,
Ne faudrait-il pas qu'elle sache traire les vaches, battre de bon beurre, préparer d'immenses fromages, faire couver les poules et les dindons, élever des poulets, diriger en cas de besoin un champ de travailleurs et estimer la valeur des moutons et des veaux? Oui, une femme de fermier, oui, certes, ce serait désirable. Monsieur Clair, père, évidemment, n'avait jamais pensé à ces choses. J'allais ajouter que vous ne trouverez pas de pure et sainte femme mieux faite pour vous et plus conforme à notre idée que votre amie Mercy Chant, pour qui, autrefois, vous montriez de l'intérêt. Sans doute la fille de mon voisin Chant a pris dernièrement le genre du jeune clergé d'alentour et décore la table de communion, l'autel, comme je fus choqué un jour de la lui entendre appeler, de fleurs et autres babioles les jours de fête. Mais son père, qui est tout aussi opposé que moi à ces niaiseries, dit que cela passera. Ce n'est qu'une exaltation de jeune fille qui, j'en suis sûr, ne durera pas. Oui, oui, Merci est bonne et pieuse, je le sais. Mais, père, ne pensez-vous pas qu'une jeune fille aussi pure et aussi vertueuse que mademoiselle Chant, et qui, au lieu des talents ecclésiastiques de cette demoiselle, connaîtrait les devoirs de la vie de ferme aussi bien qu'un fermier lui-même, ne me conviendrait pas infiniment mieux? Son père restait convaincu que l'opinion de saint Paul sur l'humanité était plus importante à connaître que les devoirs d'une fermière, et Angel, entraîné par le désir de flatter les sentiments de son père et d'avancer en même temps la cause chère à son cœur, devint spécieux. Il dit que le destin ou la providence avait mis sur son chemin une femme très sérieuse, possédant toutes les qualités requises pour être la compagne d'un agriculteur. Il ne pouvait dire si elle appartenait ou non à la vraie basse église dont son père faisait partie, mais il serait probablement facile de la convaincre. C'était une personne pratiquante et de simple foi, et de cœur honnête, d'esprit ouvert et docile, intelligente, très gracieuse, chaste comme une vestale et remarquablement belle. Est-elle d'une famille où vous aimeriez entrer? Est-ce une dame, en un mot? Demanda, toute saisie, la mère qui avait pénétré doucement dans le cabinet pendant la conversation. Elle n'est pas ce qu'on a l'habitude d'appeler une dame, répondit Angel sans broncher, car c'est la fille d'un villageois, je suis fier de le dire. Mais elle est une dame néanmoins, de sentiment et de nature. Mercy Chant est de très bonne famille. Bah, à quoi cela sert-il, mère? Dit vivement Angel. Qu'importe la famille pour la femme d'un homme qui doit s'habituer à la dure. Mercy est accomplie, et les talents ont leur charme, répondit la mère, en le regardant à travers ses lunettes d'argent. De quelle utilité seront les talents dans la vie que je mènerai? Tandis que je puis me charger de diriger ses lectures, elle fera une élève intelligente. Vous le diriez vous-même si vous la connaissiez. Elle déborde de poésie réalisée, si je puis m'exprimer ainsi. Elle vit ce que les poètes roses se contentent d'écrire. Et c'est une chrétienne irréprochable, j'en suis sûre. Peut-être de la tribu, du genre et de l'espèce même que vous désirez propager. Oh, Angel, vous vous moquez? Mère, je vous demande pardon, mais comme elle va à l'église presque tous les dimanches et qu'elle est bonne et chrétienne, je suis sûre que vous supporterez quelques fautes d'usage pour l'amour de cette qualité-là, et vous sentirez que j'aurais pu faire pis que de la choisir. Angel s'enflammait tout de bon sur cette orthodoxie assez routinière de sa Thèse bien-aimée, orthodoxie qu'il était jusqu'alors plutôt enclin à dédaigner, ne se doutant guère du service qu'elle allait lui rendre, parce qu'il la trouvait trop dépourvue de réalité au milieu de croyances tout imprégnées de naturisme. Monsieur et madame Claire avaient de tristes raisons de douter que leur fils eût droit lui-même au titre qu'il donnait à la jeune inconnue, et ils se dirent que, si elle avait de bons principes, cet avantage n'était pas à dédaigner, d'autant mieux que le hasard ou la providence avaient seuls rapproché le couple. Angel n'aurait jamais fait de l'orthodoxie une condition de son choix. Ils lui déclarèrent donc que rien ne devait être précipité,
mais qu'il ne s'opposerait pas à la voir. Angel s'abstint pour le moment de donner plus de détails. Il sentait que, si ses parents étaient simples et pleins d'abnégation, ils avaient encore certains préjugés bourgeois qu'on ne saurait vaincre qu'à force de tact. Bien que légalement il fût libre d'agir à sa guise et que la condition de leur belle-fille ne pût faire dans leur existence aucune différence pratique, puisque sans doute elle habiterait loin d'eux, il désirait par affection ne pas les blesser dans la plus importante décision de sa vie. Il remarquait ses inconséquences. Il avait insisté, comme sur des traits essentiels, sur tout ce qui était accessoire chez Tess. Or, c'était pour elle-même qu'il l'aimait, pour son âme, son cœur, pour toute sa personne, non pour son adresse aux travaux de la laiterie, ni pour sa docilité d'écolière, encore moins pour la simple foi machinale qu'elle professait. Cette vie au grand air, pure et naïve, n'avait besoin d'aucun vernis conventionnel pour lui plaire. Il considérait que l'éducation n'avait eu jusqu'ici que peu d'influence sur les émotions et les mouvements naturels dont dépend le bonheur domestique. Il pouvait se faire que, dans le cours des âges, des systèmes perfectionnés arrivassent à élever et transformer les instincts involontaires et même inconscients de la nature humaine. Mais, en attendant, la culture lui paraissait n'avoir guère atteint que l'épiderme mental des êtres qu'elle avait touchés. Sa conviction se trouvait confirmée par son expérience des femmes cultivées de la classe moyenne qu'il avait pu récemment comparer à celle de la société rustique. Elle lui avait appris combien la différence entre la femme bonne et sage d'une couche sociale et la femme bonne et sage d'une autre couche sociale est moindre qu'entre les bonnes et les mauvaises, les sages et les sottes de la même classe. Le matin de son départ arriva. Ses frères avaient déjà quitté le presbytère pour faire une excursion dans le nord, d'où l'un devait retourner à son université, l'autre à sa cure. Angel aurait pu les accompagner, mais il préféra rejoindre son ami à Talbot Hayes. Il aurait été de trop dans leur société. Bien que, des trois, il fût celui dont le goût d'humaniste était le plus délicat et dont la religion était la plus idéaliste, le souvenir constant que les angles de sa nature n'avaient pu s'adapter aux trous bien ronds qu'on lui destinait le séparait d'eux moralement. Ni à Félix, ni à Cuthbert, il n'avait osé parler de Tess. Sa mère lui prépara des sandwichs et son père monta sa jument pour l'accompagner un peu le long de la route. Angel, ayant assez bien avancé ses affaires, écoutait le vieillard dans un silence complaisant, tout en trottant doucement par les chemins ombreux. Monsieur Clair lui racontait ses difficultés paroissiales et la froideur de confrères qu'il aimait et qui traitaient ses interprétations strictes de la Bible de pernicieuses doctrines calvinistes. « Pernicieuses !» disait monsieur Clair avec un mépris sincère, et il se mit à rapporter les exemples qui montraient l'absurdité de cette idée. Il dit les surprenantes conversations de gens de mauvaise vie dont il avait été l'instrument, non seulement parmi les pauvres, mais parmi les riches et les gens aisés, et il admit aussi candidement plusieurs échecs. Entre autres, il cita le cas d'un jeune châtelain parvenu, nommé d'Urberville, habitant à une 60aine de kilomètres de là, dans le voisinage de Tentridge. « Ce n'est pas un de ces anciens d'Urberville, de Kingsbear et autres lieux ?» demanda le fils. « Cette curieuse famille décrépite avec sa curieuse légende de carrosse fantôme ? Oh non, les vrais d'Urberville se sont éteints, voilà, 60 ou 80 ans, du moins je le crois. Cette famille-ci me semble nouvelle et en a pris le nom. J'espère bien qu'elle est apocryphe pour l'honneur de la vieille race chevaleresque. Mais il est bizarre que vous paraissiez vous intéresser aux vieilles familles. Je croyais que vous en faisiez encore moins de cas que moi. » « Vous me comprenez mal, père. Cela vous arrive souvent, » dit Angel avec quelque impatience. « Au point de vue politique, je doute que leur vieillesse soit une vertu. Quelques sages même, parmi eux, s'écrient contre leurs propres descendants, comme dit Hamlet. Mais du point de vue lyrique, dramatique,
et même historique, je leur suis tendrement attaché. Cette distinction, bien qu'elle ne fût guère subtile, l'était encore trop pour le pasteur, et il reprit l'histoire qu'il était en train de raconter. Après la mort du vieux d'Urberville prétendu, le jeune homme s'était livré aux plus folles passions, malgré l'état de sa mère aveugle qui eût dû le faire réfléchir. M. Clair, envoyé en mission dans ces parages pour prêcher quelques sermons, ayant appris son genre de vie, profita hardiment d'une occasion et lui parla ouvertement de son état spirituel. Quoiqu'il fût étranger et qu'il occupât la chair d'un autre, il avait trouvé que tel était son devoir, et il avait appris pour texte ces paroles de saint Luc. « Insensé, cette nuit ton âme te sera demandée. » Le jeune homme, fort irrité de cette attaque directe, ne se fit pas scrupule, dans la bataille de mots qui suivit, d'insulter publiquement M. Clair quand il le rencontra, sans respect pour ses cheveux gris. Angel rougit d'affliction. « Cher père, dit-il tristement, je ne voudrais pas vous voir exposé à souffrir gratuitement les injures de misérables. »« Souffrir, dit le père, dont l'âpre visage resplendit de l'ardeur de l'abnégation. Si j'ai souffert, c'est pour lui, pour ce pauvre jeune insensé. Supposez-vous que ces paroles courroucées pussent me faire souffrir, ou même ces coups? On nous maudit, et nous bénissons. On nous persécute, et nous prions. Nous sommes devenus jusqu'à présent comme les ordures du monde et les balayures rejetées de toutes choses. Ces nobles paroles adressées aux Corinthiens sont strictement vraies encore à cette heure. Mais pas des coups, père. Il n'a pas été jusqu'au coup. Non. Bien que j'ai reçu des coups de gens en état de folle ivresse. Non. 20 fois, mon enfant. Mais qu'importe, je les ai sauvés par là du crime d'assassiner leur propre chair, et ils ont vécu pour me remercier et louer Dieu. Puisse ce jeune homme faire de même, dit Angel avec ferveur. Mais je crains fort que non, d'après ce que vous m'en dites. Néanmoins, nous espérerons, dit M. Clair, et je continue de prier pour lui, bien que de ce côté de la tombe, nous ne nous rencontrerons probablement jamais. Mais, après tout, il se peut qu'une de mes paroles croisse quelque jour en son cœur comme une bonne semence. Le vieux pasteur avait la confiance d'un enfant, et, si le jeune homme ne pouvait accepter ces dogmes étroits, il révérait la façon dont son père pratiquait sa religion, et il reconnaissait le héros sous le piétiste. Peut-être le révérait-il encore plus en voyant qu'au sujet de son mariage avec Tessie, M. Clair n'avait pas une seule fois pensé à demander si elle était bien pourvue ou sans le sou. Ce même détachement du monde avait contraint Angel à devenir fermier pour gagner sa vie et forcerait probablement ses frères à rester toujours pauvres. Mais Angel ne l'admirait pas moins. En effet, malgré son hétérodoxie, il se sentait souvent de nature plus près de son père que ne l'étaient ses frères. Chapitre 27. Après une chevauchée de 30 et quelques kilomètres par monts et par vaux, en plein midi, dans une atmosphère d'un aveuglant éclat, il arriva sur un monticule détaché, à 2 ou 3 kilomètres de Talbot Hayes, d'où il put de nouveau jeter les yeux sur la vallée du Var, cette auge verdoyante, pleine de sève et d'humidité. À mesure qu'il descendait sur les grasses terres alluviales, l'atmosphère s'alourdissait. Les langoureux parfums des fruits d'été, des vapeurs, des foins, des fleurs, y formaient un vaste lac d'odeurs qui semblait assoupir les animaux, les abeilles, les papillons eux-mêmes. L'endroit lui était devenu si familier qu'il aurait pu nommer chacune des vaches mouchetant au loin la prairie. C'était un sentiment de voluptueux bien-être qu'il retrouvait ici, la faculté de pénétrer dans la vie même, faculté inconnue de lui au temps de ses études. Tout attaché qu'il fût à ses parents, il lui semblait rejeter, en revenant à Talbot Hayes, des éclisses et des bandages.
À la ferme, nul être humain n'était dehors. Tous les habitants goûtaient la sieste habituelle d'une heure ou deux, rendue indispensable par le lever si matinal en été. À la porte, les seaux cerclés de bois, ridés et blanchis par des récurages innombrables, étaient accrochés comme des drapeaux sur des patères à la branche fourchue et dépouillée d'un chêne, fixés là tout exprès. Ils étaient secs et prêts pour la besogne du soir. Angel entra et, par les couloirs silencieux, s'en alla derrière la maison où il écouta un instant. Des ronflements continus sortaient de la remise où quelques-uns des hommes étaient couchés. Dans le lointain s'élevaient les grognements et les couinements des porcs accablés de chaleur. Les rhubarbes et les choux, aux larges feuilles, dormaient aussi, et leur surface ample et flasque s'affaissait au soleil comme des parapluies à demi fermés. Il débrida son cheval, lui donna à manger, et l'horloge sonnait 3 heures au moment où il rentrait dans la maison. C'était l'heure de l'écrémage. En même temps que la sonnerie, Claire entendit le craquement du plancher au-dessus, puis le frôlement d'un pied sur l'escalier. Un instant après, Tess apparaissait. Elle ne l'avait pas entendu rentrer et se rendit à peine compte de sa présence. Elle bâillait et il vit le rouge intérieur de sa bouche, pareil à la petite gorge d'un serpent. Elle levait le bras si haut en l'étirant par-dessus sa torsade de cheveux enroulés qu'il pouvait en apercevoir la délicatesse satinée au-dessus du hâle. Son visage était coloré par le sommeil et ses paupières appesanties s'affaissaient sur ses yeux. Tout en elle exhalait la richesse débordante de sa nature. C'est à ce moment-là que l'âme d'une femme devient la plus matérielle et que la beauté la plus éthérée se montre prisonnière du corps et de son sexe. Puis ses yeux étincelèrent à travers le voile de leur assoupissement avant que le reste du visage se fût bien éveillé. Avec un regard bizarrement complexe de joie, de timidité, de surprise, elle s'écria « Oh, monsieur Clair, comme vous m'avez effrayée !» D'abord, elle n'avait pas eu le temps de penser aux changements amenés dans leur rapport par la déclaration d'Angel, puis son visage montra qu'elle en devenait pleinement consciente quand elle rencontra les yeux tendres de Claire qui s'avançait vers le bas de l'escalier. « Chère Tessie, chérie !» murmura-t-il, l'entourant de son bras et approchant le visage de sa joue colorée. « Pour l'amour de Dieu, ne me dites plus « monsieur ». Je me suis tant hâtée de revenir à cause de vous. » Le cœur sensible de Tess battit contre le sien en réponse. Et ils restèrent ainsi sur les briques rouges du passage, tandis qu'il la tenait étroitement serrée sur sa poitrine, recevant sur son dos les rayons obliques du soleil qui traversaient la fenêtre et venaient tomber sur le visage incliné de Tess, sur les veines bleues de sa tempe, sur son bras nu et sur son cou et dans les masses de sa chevelure. Elle s'était étendue tout habillée et elle avait chaud comme un chat qui est resté au soleil. D'abord, elle ne voulut pas le regarder en face, mais elle leva bientôt les yeux et ceux d'Angel sondèrent la profondeur des pupilles toujours changeantes, avec leurs fibrilles radiées de bleu, de noir, de gris et de violet, tandis qu'elle le contemplait comme Ève, à son second réveil, avait dû contempler Adam. « Il faut que j'aille écrémer, » dit-elle pour se dégager. « Et je n'ai pour m'aider aujourd'hui que la vieille Deb. Madame Crick est allée au marché avec Monsieur Crick. Réti n'est pas bien et les autres sont partis, je ne sais où, et ne rentreront que pour traire. » Comme il battait en retraite du côté de la laiterie, Deborah Fyander parut sur l'escalier. « Je suis revenue, Déborah, » cria d'en bas Monsieur Clair. « Je peux donc aider Tess pour l'écrémage. Et comme vous êtes très fatiguée, j'en suis sûre, vous n'aurez pas besoin de descendre avant l'heure de traire. » Il est probable que le lait de Talbot Hayes ne fut pas fort bien écrémé cet après-midi-là. Tess était dans un état de rêve où les objets familiers apparaissaient à leur place avec leurs lumières et leurs ombres, mais sans contour particulier. Chaque fois qu'elle mettait l'écumoire sous la pompe pour la rafraîchir avant de s'en servir,
sa main tremblait, car telle était l'ardeur de son amour qu'elle semblait fléchir sous le poids comme une plante sous un soleil trop brûlant. Alors Claire la pressait contre lui, et quand elle avait fini de passer l'index autour des jarres pour séparer le bord de la crème, il le nettoyait à la façon primitive, car les manières sans gêne de Talbot Hayes lui étaient fort commodes en ce moment. « Je puis aussi bien vous le dire aujourd'hui que plus tard, chérie, reprit-il doucement. Je désire vous demander quelque chose de très pratique, à quoi j'ai pensé depuis ce jour de la semaine dernière dans les prés. Il faudra bientôt que je me marie et, voyez-vous, comme fermier, j'aurai besoin d'une femme qui s'entende à diriger une ferme. Voulez-vous être cette femme, Tessie ? Il le lui disait de cette façon pour qu'elle ne pût s'imaginer qu'il cédait à un mouvement que blâmerait ensuite sa raison. Elle fut toute bouleversée. Elle s'était soumise au résultat inévitable de leur vie en commun, la nécessité de l'aimer. Mais elle n'avait pas compté sur cette soudaine conclusion que Claire, il est vrai, ne pensait pas à lui présenter sitôt. Avec une amère souffrance, comparable à l'agonie des derniers moments, elle murmura les mots qu'en femme d'honneur elle devait répondre et avait juré de répondre. « Oh, monsieur Clair, je ne puis être votre femme. Je ne puis pas. » Son cœur semblait se briser au son de ces paroles résolues et, dans sa douleur, elle courba la tête. « Mais, Tess, dit-il, stupéfait de sa réponse et la serrant encore plus avidement contre lui. Dites-vous non ? Sûrement, vous m'aimez ? Oh oui, oui, et je voudrais être à vous plus qu'à tout autre, répliqua la douce et honnête voix de la jeune fille affligée. Mais je ne peux pas vous épouser. Tess, dit-il, la tenant à distance. Vous êtes fiancée à un autre ? Non, non. Alors pourquoi me refusez-vous ? Je ne peux pas me marier. Je n'y ai jamais pensé. Je ne peux pas. Je veux seulement vous aimer. Mais pourquoi ? Contrainte à un faux fuyant, elle balbutia. Votre père est pasteur, et votre mère serait fâchée si vous épousiez quelqu'un comme moi. Elle doit tenir à ce que vous épousiez une dame. Allons donc, je leur ai parlé à tous deux, c'est en partie pour cela que je me suis rendue à la maison. Je sens que je ne peux pas. Jamais, jamais, répétait-elle comme un écho. Est-ce trop soudain de vous le demander ainsi, ma mignonne ? Oui, je ne m'y attendais pas. Laissons cela si vous le voulez, Tessie. Je vous donnerai du temps. C'était trop précipité de vous en parler aussitôt revenu. Je n'y ferai pas allusion d'ici à quelques jours. Elle reprit l'écumoire brillante, la tint sous la pompe et recommença la besogne. Mais quoi qu'elle fît, elle ne put trouver l'exacte épaisseur de la crème avec la dextérité nécessaire. Parfois, elle coupait le lait, d'autres fois l'air. Elle voyait à peine et ses yeux étaient brouillés de 2 larmes, causées par un chagrin qui lui serait à jamais impossible d'expliquer. « Je ne peux pas écrimer, je ne peux pas, dit-elle en se détournant de lui. Pour ne pas l'agiter, ni la gêner plus longtemps, Claire, plein de douceur, se mit à parler de choses générales. Vous vous méprenez tout à fait sur mes parents. Ce sont les gens les plus simples du monde et sans aucune ambition. Ils appartenaient à l'école évangélique dont il reste peu de partisans. Tessie, êtes-vous évangélique ? Je ne sais pas. Vous allez très régulièrement à l'église, et notre pasteur d'ici n'est guère de la haute église, me dit-on. Les idées de Tess sur les opinions du ministre de la paroisse, qu'elle entendait toutes les semaines, paraissaient encore plus vagues que celles de Claire, qui ne l'avait jamais entendue. « Je voudrais pouvoir mieux fixer mon attention sur ce que j'entends, dit-elle, comme réflexion générale peu risquée. J'en ai souvent beaucoup de regrets. » Elle parlait si simplement qu'Angel, au fond du cœur, était sûre que son père ne s'opposerait pas à elle pour des motifs religieux, quand bien même elle fût ignorante
de ses propres opinions. Il savait qu'en réalité, les croyances confuses dont elle était imbue depuis l'enfance étaient, si elles étaient quelque chose, puséistes dans la lettre et panthéistes dans l'esprit. Qu'elle fût ou non confuse, le dernier de ses désirs était de les troubler. Il continua à parler des incidents de sa visite, du genre de vie de son père, de son zèle pour ses principes. Elle se calma et sa main devint plus sûre. À mesure qu'elle finissait un récipient, il la suivait et enlevait la bonde pour en laisser sortir le petit lait. « Il m'a semblé que vous aviez l'air un peu abattu quand vous êtes rentré, » se risqua-t-elle à dire, anxieuse d'éloigner le sujet qui la concernait. « Oui, c'est que mon père m'a beaucoup parlé de ses ennuis et de ses difficultés, et ce sujet tend toujours à m'attrister. Il est si plein de zèle qu'il se fait souvent injurier et rudoyer par des gens d'opinions différentes, et il m'est pénible de penser qu'un homme de son âge subit des humiliations, d'autant que je crois la ferveur plutôt nuisible quand elle est poussée aussi loin. Il vient de me raconter une scène fort désagréable où il a joué tout récemment un rôle. Une société de mission l'avait chargé de prêcher dans le voisinage de Tentridge, à une 60aine de kilomètres d'ici, et il crut de son devoir de faire des remontrances à un jeune débauché qu'il rencontra dans ces parages. Un fils de propriétaire, dont la mère est aveugle. Mon père apostropha directement le jeune homme, ce qui causa toute une histoire. Sans doute, il était absurde de sa part de faire auprès d'un inconnu une tentative aussi évidemment inutile, mais quand il pense que tel est son devoir, il s'y conforme, à propos ou hors de propos, et, naturellement, il s'est fait beaucoup d'ennemis, non seulement chez les gens tout à fait vicieux, mais chez ceux qui aiment la vie facile et ont horreur d'être troublés. Il dit qu'il se glorifie de ce qui est arrivé et que du bien peut en sortir. Mais je voudrais qu'il ne s'usât pas ainsi, maintenant qu'il se fait vieux, et qu'il laissât ses pourceaux à leur bauge. Le visage de Tess s'était durci et flétri, et sa bouche vermeille était devenue tragique. Mais elle ne tremblait plus. Claire, pensant de nouveau à son père, ne l'observait pas attentivement. Ils terminèrent ainsi la rangée de jarres pleines de liquide et les avaient toutes vidées quand les autres servantes revinrent prendre les seaux et Deb arriva pour nettoyer à l'eau bouillante les récipients avant de les remplir du lait frais. Au moment où Tess se disposait à s'en aller au champ traire les vaches, il lui dit tendrement : « Et ma question, Tessie ? » ?»« Oh, non, non, » répliqua-t-elle avec un grave désespoir, comme si l'allusion à d'Urberville lui avait de nouveau fait entendre le tumulte de son passé. « Cela ne peut pas être. » Elle sortit dans les prés et rejoignit les autres d'un bond, comme si elle s'efforçait de chasser au grand air sa triste contrainte. Les jeunes filles se dirigèrent ensemble vers l'endroit où les vaches paissaient dans le pré le plus éloigné, et le groupe s'avançait avec la grâce hardie de créatures sauvages, le mouvement insouciant et libre de femmes habituées à l'espace illimité, s'abandonnant à l'air comme un nageur à la vague.